Bonsoir chers téléspectateurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui marquent la scène égyptienne dans tous les domaines, que ce soit politique, économique ou même dans le monde du tourisme et dans le monde de culture ou d'autres domaines. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, bien sûr, nous allons commencer cette tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part du roi Abdallah II, roi de la Jordanie. Selon le porte-parole de la présidence, l'appel a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays frères, surtout en ce qui concerne le renforcement de l'échange commercial, la coopération au domaine de l'énergie et de l'interconnexion électrique. Outre l'échange des points de vue à propos de développement, des questions régionales, où s'est mis d'accord à continuer les efforts communs déployés pour régler les crises éclatées dans certains pays de la région en soutenant des institutions nationales pour restaurer la sécurité et la stabilité. On est également passé en revue les nouveautés de la cause palestinienne où on a échangé les points de vue afin de résoudre le processus de paix au Moyen-Orient et de promouvoir les efforts pour reprendre les négociations. Donc en fait, au cours de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur deux points essentiels. Il s'agit de la cause palestinienne. Je vais bien sûr vous donner les explications pourquoi on va jeter plus de lumière sur ce sujet. Et dans le deuxième sujet, ça sera bien sûr le monde du commerce et les accords commerciaux et le monde de l'économie égyptienne actuellement. Comment il y a une sorte de restructuration dans plusieurs domaines qui touchent l'économie égyptienne afin de favoriser un peu plus le commerce de l'Égypte. Justement, aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi a assuré au président palestinien le soutien total de l'Égypte aux positions et aux choix des Palestiniens. Avec plus d'explications, la cause palestinienne restera prioritaire dans la politique de l'Égypte et qui soutient pleinement les choix de la Palestine et de son peuple en faveur d'un règlement politique à la récupération de ses droits légitimes en vertu des résolutions internationales connexes. C'est ce qu'a affirmé donc aujourd'hui le président Abdel Fattah al-Sisi alors qu'il recevait au palais présidentiel son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte entendait poursuivre ses efforts afin que le peuple palestinien restitue ses droits légitimes et que la période actuelle nécessitait de conjuguer les efforts inter-arabes pour reprendre les pourparlers de la paix, selon le porte-parole de la présidence égyptienne de la République, l'ambassadeur Bassam Radi. De son côté, le président palestinien a dit accorder une grande importance à ces concertations avec le président Sisi sur la situation en territoire palestinien et les paramètres de la position palestinienne à la lumière de changements survenus récemment sur la scène régionale et internationale. Le dirigeant palestinien a salué le soutien historique constant apporté par l'Égypte à la question palestinienne et ses actions menées aux divers échelons pour sauvegarder les droits et l'unité des Palestiniens. En fait, chaque 29 novembre, le monde entier, notamment le monde arabe, célèbre la journée de la solidarité avec le peuple palestinien. À cette occasion, le ministre adjoint des Affaires étrangères, chef du département de la Palestine, Yasser Al-Attaoui, a participé à une cérémonie organisée par l'Association égyptienne des Nations Unies, toujours à l'occasion de cette journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien, qui coïncide, comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, avec le 29 novembre. Donc, Salih Hamed Yarachouch, avant vous donner plus d'explications. Le ministre adjoint des Affaires étrangères et chef du département de la Palestine, Yasser Al-Attaoui, a participé à une cérémonie organisée par l'Association égyptienne des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien qui coïncide le 29 novembre. Le diplomate a affirmé dans son allocution que la cause palestinienne était prioritaire dans la politique étrangère égyptienne
soulignant la conviction constante de l'Égypte de la justesse de cette cause et des droits légitimes inaliénables palestiniens, dont la proclamation d'un État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, ayant Al-Quds pour capitale. L'Égypte appelle à poursuivre le processus de paix et les pourparlers sérieux engagés entre Palestiniens et Israéliens en vue de parvenir à une paix équitable et globale dans le cadre d'un règlement qui mène à une issue durable en fonction de la solution à deux États de l'initiative arabe de paix et des résolutions onusiennes en la matière, a déclaré M. El-Atawi. L'Égypte rejette toute mesure unilatérale censée favoriser l'appropriation de davantage de territoires palestiniens, ceci étant une violation flagrante du droit international et des résolutions de la légitimité internationale, a-t-il poursuivi. Et de préciser l'importance de la réconciliation interpalestinienne, d'où le parrainage de ce dossier par l'Égypte, appelant les factions palestiniennes à faire prévaloir l'intérêt national. Donc justement, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne, si je peux dire, les messages qui a été adressé aujourd'hui à partir de cette rencontre tout à fait importante entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue palestinien Mahmoud Abbas, à partir de l'Égypte, nous allons bien sûr recevoir cet appel téléphonique de la part de notre invité de marque, monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Hissène Haridi, vous êtes toujours le bienvenu et bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Et bien sûr, le président égyptien Fattah el-Sisi s'est assuré aujourd'hui. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Oui, monsieur Hissène Haridi, est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Monsieur Hissène Haridi. Oui, cher monsieur. Oui, ça va. Ma voix est plus claire actuellement? Oui. Ok, ma question porte sur les déclarations, les affirmations faites par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui pendant sa rencontre avec Mahmoud Abbas. Le président a assuré la position égyptienne claire et ferme vis-à-vis de la cause palestinienne et le plein soutien aux positions et au choix des Palestiniens pour un règlement politique. Autre chose, et toujours la question palestinienne, c'est une priorité pour l'Égypte et pour pour même la politique étrangère adoptée par l'Égypte au niveau régional et international. Votre commentaire? Lors du sommet ce matin entre M. le Président et son homologue palestinien, le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, M. Sisi a réitéré la position égyptienne vis-à-vis de la cause palestinienne. Oui. Une telle position repose sur, premièrement, que la cause palestinienne fait partie de la sécurité nationale égyptienne. Deuxièmement, l'Égypte a soutenu toujours les résolutions onusiennes portant sur la résolution pacifique de ce conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Troisièmement, depuis l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité en 2003 sur la solution dite deux États, un État palestinien indépendant, côte à côte avec Israël, dans des frontières sûres et reconnues internationalement, l'Égypte a toujours soutenu cette option. Et quatrièmement, l'Égypte croit que la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient seront établies avec la résolution pacifique de ce conflit historique entre les Palestiniens et les Israéliens. Et bien sûr, j'aimerais m'arrêter un peu. Oui, j'aimerais arrêter un peu sur ce point. Et dans cette journée de la solidarité mondiale, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, et on doit toujours rappeler le monde entier qu'il y a des occupants et des occupés. Et les occupants, ce sont les Israéliens, les occupés, ce sont les Arabes, ce sont les Palestiniens.
et toujours, c'est une journée tout à fait importante pour sensibiliser les nouvelles générations de l'essence de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, parce que ce ne sont pas sur les mêmes pieds d'égalité, n'est-ce pas? Et le consensus international a toujours reposé sur le fait que les territoires palestiniens sont des territoires occupés depuis l'agression israélienne de juin 1967. Oui. Et je crois que maintenant, avec une nouvelle administration américaine, je pense que la communauté internationale va une deuxième fois se positionner pour faire avancer la solution de deux États. Cette solution a été placée sous sourdine durant les 4 dernières années, le temps que M. Donald Trump avait été le président des États-Unis. Et la politique américaine sous M. Trump vis-à-vis la cause palestinienne était totalement pro-israélienne. Et maintenant, je pense qu'il y a une probabilité que la nouvelle administration américaine de M. Joe Biden, le président élu, va changer de position et en conséquence, les dynamiques de la cause palestinienne et de relations entre Israéliens et Palestiniens vont changer. Espérons que les Palestiniens vont se positionner pour la reprise des négociations avec les Israéliens. Oui, bien sûr, à propos de ce point. D'un autre côté, si vous me permettez, monsieur, d'un autre côté, c'est essentiel, c'est crucial, c'est tellement important que toutes les tentatives palestiniennes visant à réunifier les factions palestiniennes, les organisations palestiniennes et avoir une seule voix qui parle au nom de la Palestine, je crois que ça c'est une condition importante et c'est une condition préalable à n'importe quelle reprise des négociations. Oui, oui. À propos de ce dernier point, bien sûr, le président Abdel Fattah al-Sisi a insisté sur l'importance de l'intensification des efforts déployés par les Arabes afin de poursuivre les négociations de processus de paix dans l'actuelle période. Donc, d'après vous, les Arabes doivent faire quoi exactement pour arriver à ces deux États, à cette résolution pour la crise palestinienne? Et est-ce que c'est tangible sur le terrain? Est-ce que de tels appels de la part du président va être concrétisé sur le terrain par les Arabes? Je crois que les pays arabes devraient réitérer une nouvelle fois leur engagement vis-à-vis de la cause palestinienne. Car sur la scène internationale, les observateurs, les experts, les politologues croient que le monde arabe n'est plus engagé dans ce contexte-là. Alors on doit changer cette image, on doit changer cette position, ces opinions que les pays arabes sont divisés sur la cause palestinienne. Ceci dit, je crois que ce que les pays arabes devraient faire dans les prochains mois, c'est d'encourager et d'encadrer les efforts interpalestiniens pour promouvoir la réunification des organisations palestiniennes et plus principalement entre l'autorité palestinienne et Hamas dans la bande de Gaza. Si il y a une volonté quelconque de la part de la nouvelle administration américaine
avec l'Union européenne et les autres puissances mondiales pour faire avancer la cause palestinienne, les Palestiniens devraient serrer leur rang. Car en l'absence d'une unité interpalestinienne, je pense que la communauté internationale va se lasser de cette question palestinienne, étant donné que les dirigeants palestiniens ne montrent pas un intérêt pour parler d'une seule voix sur la scène internationale. Oui. J'aimerais insister aussi sur le fait que les Palestiniens devraient agir indépendamment des puissances régionales et des pays arabes qui n'ont pas de frontières en commun avec la bande de Gaza et avec la Cisjordanie. Ouais. Et ces interventions régionales et arabes dans la question palestinienne ne sont que des obstacles sur le chemin de, premièrement, la reprise des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens, et deuxièmement, pour arriver à une solution pacifique, c'est-à-dire la mise en route de cette solution onisienne, 2 États. Oui. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part, toujours très profondes. Vous avez bien sûr nous ajouté plusieurs dimensions en ce qui concerne l'importance et la nécessité d'avoir une unité interpalestinienne et d'avoir en même temps une action arabe conjointe, si je puis dire, dirigée par l'Égypte afin de récupérer les droits des Palestiniens. Donc, c'était notre trajet en ce qui concerne la politique extérieure de l'Égypte, et toujours la cause palestinienne représente dans cette politique égyptienne vis-à-vis de l'extérieur une priorité. Passons donc à un autre dossier. Il s'agit de l'économie égyptienne, il s'agit du commerce, il s'agit même de la nouvelle restructuration de l'Égypte tout entière de plusieurs points de vue. Ou l'un de ces points de vue, c'était bien sûr l'urbanisation. Justement, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, l'adjoint du président de la République pour les projets nationaux stratégiques, Chérif Esmaïli, ainsi que plusieurs ministres et hauts responsables de l'État pour examiner le projet de construction et même l'extension urbaine à travers le pays. Les explications de tout de suite avec notre collègue Salih Hamed Yarajouch. Après ça, on va bien sûr rencontrer un invité tout à fait de marque. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le président adjoint de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Chérif Esmaïli, le ministre du Développement local Mahmoud Charaoui, le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines Dr Assem Gazzar, ainsi qu'avec le conseiller du président pour la planification urbaine Amir Saïd Ahmed et le chef de l'autorité du génie pour les forces armées Ehab El-Far. La réunion a porté sur les efforts de l'État pour organiser le processus de construction résidentielle et urbaine au niveau de la République, ainsi que les résultats des efforts et des mesures qui ont eu lieu au cours de la période écoulée dans ce contexte, notamment dans les gouvernorats du Caire, de Giza et d'Alexandrie, et des résultats des travaux des comités compétents formés de toutes les autorités compétentes et les propositions et mécanismes en cours de discussion pour réorganiser l'activité urbaine en fonction des nouvelles exigences en matière de construction. Le président al-Sisi a dirigé la formulation du nouveau système de construction de manière complète, de manière à assurer la gouvernance du processus de construction urbaine dans un cadre de normes claires et des critères. Le chef de l'État a également suivi l'évolution du projet Ahalina 3 au cours de la réunion avec l'autorité du génie des forces armées en ordonnant d'annexer des terres supplémentaires au projet afin d'accueillir le plus grand nombre d'habitants.
Le président a ordonné l'élaboration d'une nouvelle réglementation intégrée de la construction pour régir les travaux d'urbanisation. Cette réglementation devrait stipuler, entre autres, des normes claires en ce qui concerne notamment les plans architecturaux, les étapes de construction, les parkings, les services propres à chaque bâtiment et la hauteur des immeubles. Il est indispensable d'appliquer ces critères pour régir le domaine du bâtiment et d'adopter un nouveau processus pour affronter la croissance démographique et l'expansion urbaine. Donc, en fait, nous venons d'apprendre qu'il y avait bien sûr un communiqué conjoint de la part du parquet général égyptien, de la part même du parquet général de Rome sur l'affaire du meurtre de Giulio Regeni, le citoyen italien, bien sûr, qui a été tué ici en Égypte. Le parquet républicain de Rome suspecte 5 membres liés à des appareils sécuritaires qui agissent individuellement. Autre chose, le parquet général égyptien annonce que l'auteur du meurtre de Giulio Regeni reste inconnu et que l'enquête est suspendue temporairement. Autre annonce de la part de ces deux parquets, en fait le parquet républicain de Rome annonce son intention de clôturer également les enquêtes sur l'affaire de Giulio Regeni. Encore une fois, l'annonce, un communiqué conjoint publié par le parquet général égyptien, le parquet républicain de Rome sur l'affaire du meurtre de Giulio Regeni. Le parquet républicain de Rome suspecte 5 membres liés à des appareils sécuritaires qui agissent individuellement. Le parquet général égyptien annonce que l'auteur du meurtre de Regeni reste inconnu et que l'enquête a été suspendue temporairement. Enfin, le parquet, si je peux dire, le parquet républicain de Rome annonce son intention de clôturer les enquêtes sur l'affaire de Giulio Regeni. Donc, de retour à notre sujet à discuter aujourd'hui, il s'agit de l'économie égyptienne, du commerce de l'Égypte et de cette restructuration de l'équation économique égyptienne. Bien sûr, il y a toujours des éléments tout à fait importants et qui font partie de cette équation économique ou socio-économique de l'Égypte, comme la planification urbaine, les éléments humains, le commerce, l'infrastructure, ainsi de suite. Donc, pour parler un peu plus de tels sujets, nous avons actuellement l'honneur d'avoir avec nous M. Ahmed Lissi, plutôt Ahmed Nassef, c'est un écrivain, analyste économique et politique égyptien. Vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Merci. Merci beaucoup. Donc, ma première question porte sur comment vous trouvez de telles tournées ou de tels tours effectués par le président Abdel Fattah al-Sisi sur le terrain, afin de savoir qu'est-ce que se passe en Égypte, notamment dans 2 gouvernorats peuplés, le Caire, le Gizeh et même le gouvernorat de Qalioubia, en ce qui concerne la replanification urbaine. C'est quelque chose qui a dû être fait il y a très longtemps. Malheureusement, dans les 30 ou 40 ans passés, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et aujourd'hui, on est en train de payer le prix pour ça. Et c'est un prix assez cher. Parce que normalement, dans la bonne séquence des choses, on commence par la planification urbaine et puis après ça, on a la construction et on commence ce qu'on doit faire. Malheureusement, on a eu une période de laxation, si vous voulez, où les municipalités étaient trop, disons, gentilles, si on peut utiliser le terme, et on n'était pas assez strict pour demander que toute construction soit faite sur un plan
urbain macro. Et quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on a raté? On a raté avoir une organisation et une synchronisation avec les éléments différents de l'infrastructure. Donc normalement, si on va faire un X nombre d'immeubles avec un taux des étages. Donc, normalement, il y a une planification qui suit sur le gaz, sur l'électricité, sur l'eau, sur le drainage, ce qu'on a besoin pour supporter ces nouvelles constructions. Ça n'a pas été fait dans le passé. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des immeubles qui sont en train de souffrir. On a des quartiers qui sont en train quelquefois de s'ennuyer avec dès qu'on a un peu de pluie ou quelque chose pareil. Donc, ce que Son Excellence le Président est en train de faire maintenant, c'est mettre les choses où il faut. Okay? Donc, maintenant, on est en train de faire le travail. Malheureusement, rétroactivement. Faciliter même le travail, faciliter l'environnement des affaires, parce que c'était même l'un des buts du commerce. Comment faire l'affaire d'une manière facile. Oui, et pour le faire facile, tu dois le faire juste. Et on ne l'a pas fait juste. Selon donc, les on critères. a un petit backlog dont on doit récupérer, malheureusement, mais c'est là où on est en train de gérer. Et après ça, on va faire clairement tout sur un plan macro qui gère la planification urbaine dont pratiquement tous les gouvernements. Une des choses qu'on est en train de bien faire, on n'a pas essayé de le faire sur le niveau national directement. On a utilisé, on a visé les deux ou les trois gouvernements les plus importants et on a commencé par ceci. Si on peut résoudre ça, il va y avoir une deuxième phase où on peut évoluer ce qu'on est en train de faire dans ces deux gouverneurs. Bien sûr, on essaye même de distribuer les activités économiques sur les différents gouvernorats afin de ne pas être concentré dans les 3 ou 4 gouverneurs comme Alexandrie, le Caire, le Gizeh, le Khalioubia. Et c'est ça la logique qu'on a avec la nouvelle l'Alamein, la nouvelle Mansoura, le nouveau capital qu'on est en train de construire. Et c'est ça, ce sont des méga projets. Ce n'est pas un projet qui va finir dans 5 ans ou 10 ans. Hein. J'aimerais bien sûr ajouter une chose. Ce sont des nouveaux centres d'affaires, nouveaux centres économiques, nouveaux Dubaï. Si on parle de Dubaï qui est un seul point aux Émirats Arabes Unis, non, nous avons plusieurs Dubaï ici en Égypte à partir de la nouvelle capitale administrative, passant par ce qui se passe dans la zone économique du canal de Suez et enfin par la nouvelle Alamein dans la côte nord, la côte méditerranéenne. Absolument. Moi j'adore Dubaï, j'ai vécu presque 12 ans et je suis très fier de ce que les leaders là-bas ont fait. Mais on ne peut pas oublier l'échelle. L'échelle qu'on a en Égypte, c'est presque 100 fois ce qu'on a à Dubaï, 100 fois. L'échelle, qu'est-ce que ça veut dire? La magnitude des choses. Ça veut dire que comment fixer une chose à Dubaï, tu peux quand même le fixer parce que c'est très gérable. Mais l'échelle avec laquelle on travaille en Égypte, tu multiplies considérable, oui. C'est très géant. 100 fois. Ce que tu as à Dubaï. Dubaï, si je ne me trompe pas, la population là-bas est 2,5 millions. Ça, tu as dans un quartier moyen au Caire. Donc, et ça complique la chose 10 fois de plus. Même si on peut avoir l'état fini, ça peut ressembler un peu, mais comment on est arrivé là-bas, c'est 10 fois plus compliqué. Oui, oui. Justement, nous devons tout de suite diffuser un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur une sorte de réexamen, de réévaluation de nos accords commerciaux avec l'extérieur. C'était donc l'un des sujets qui a été abordé pendant une réunion ministérielle présidée par le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli. Le
Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, s'est réuni jeudi avec la ministre de la Santé, Hala Zaïd, et la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, pour examiner l'évaluation des accords commerciaux internationaux auxquels l'Égypte a adhéré dans les divers secteurs. Le gouvernement est intéressé à évaluer les accords internationaux conclus par l'Égypte avec différents pays du monde dans de nombreux domaines, dans le but de maximiser les avantages de ces accords, d'accroître les exportations, de soutenir le produit national pour réduire les importations et de renforcer sa compétitivité à l'échelle mondiale. La réunion a passé en revue les accords passés par l'Égypte ces dernières années et leur impact sur le volume des échanges commerciaux et le mouvement export-import. Madame Hala Saïd a indiqué que le secteur du développement urbain œuvre à améliorer l'environnement, fournir les besoins de base en matière de logement, de travail, de services sociaux et de réseaux d'infrastructures, ajoutant que le taux d'investissement ciblé dans le plan du secteur du développement urbain en 2020-2021 se chiffre à 136,4 milliards de livres égyptiennes. L'accroissement des fonds consacrés au développement urbain aide à répondre aux besoins de l'État égyptien et reflète la tendance de la mise en œuvre des grands projets et l'expansion dans les projets de logement social selon un rapport publié par le ministère de la Planification et du Développement économique. Donc, comment vous trouvez actuellement ces accords de libre-échange, ces accords même d'échange commerciaux entre l'Égypte et les autres pays du monde? D'ici, je dois saluer la décision du Premier ministre pour de demander une examination et une révision complète pour tous ces accords. Parce que c'est très intéressant, moi j'étais à l'autre côté. Donc ça veut dire que j'ai travaillé dans pas mal de pays où ces pays avaient des accords avec l'Égypte. Et honnêtement, j'ai vu des choses qui sont un peu, disons, bizarres, pour dire la moindre des choses. Normalement, l'idée, ou le principe de ces accords, c'est la réciprocité. Donc, si on va, par exemple, donner un zéro douane à un pays pour ses produits, on attend la même chose en revanche. Malheureusement, ce que j'ai vu comme pratique, ça se pratique malheureusement un peu trop de fois, qu'il y a pas mal de pays où on leur donne le zéro douane et en revanche, tu as toujours l'accord. Mais c'est très souvent que tu as un autre accord, un autre décret ministériel peut-être, où il vide pratiquement tout ce que tu viens de signer dans l'accord international. Donc, il y a un pays, je ne vais pas le nommer, bien sûr, mais où, dès qu'on a signé l'accord du ZAL, la zone arabe de libre-échange, ils ont fait sortir un autre décret ministériel où ils ont exclu 1500 produits de cet accord. Déjà, je ne pense pas qu'il importait 1500 produits. Ça veut dire que d'un côté, tu le signes, et de l'autre côté, tu le vides. Si l'Égypte ne fait pas ces trucs, et c'est pourquoi aussi j'ai beaucoup aimé la façon avec laquelle le Premier ministre va le faire. Il a dit qu'il voudrait faire deux choses, vraiment. Il va reviser les accords internationaux et en même temps faire le lien ou faire les analyses avec comment ces accords se sont reflétés concrétisés sur le terrain. Sur les échanges commerciaux entre chaque pays. Parce que ce n'est pas très intéressant si tu vas signer un accord d'un côté et l'autre pays va te signer l'accord, mais il va l'annuler d'une autre façon. Tu vas te trouver que tu es en train d'ouvrir tes portes et l'autre est en train de fermer les portes. Ça, ce n'est pas vraiment l'objectif derrière ces choses. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on a pas mal d'opportunités ratées sur le niveau même ou étatique ou privé. Parce que pas tout le monde sait exactement où sont ces accords et qu'est-ce qu'on a comme droit. Moi, je peux dire que dans ma vie professionnelle, j'en ai profité pour pas mal des accords pareils, sans une deuxième fois citer les pays spécifiques, mais j'ai réussi à diriger pas mal des affaires
Je travaillais à l'époque dans une multinationale et l'habitude était toujours de faire l'importation à partir de l'Europe. Et quand j'ai lu les conditions d'un accord bilatéral entre l'Égypte et le pays où je travaillais, c'était très très clair pour moi qu'on pourrait importer pas mal de choses et augmenter le chiffre d'affaires avec l'Égypte si on met en application les accords que l'Égypte avait, que ce pays avait avec l'Égypte. Et on a très bien réussi à faire ça. Oui. J'aimerais bien sûr, on va toujours parler de ce sujet, parler de différentes dimensions de cette réunion, mais à côté de ça, on va vous proposer quelques scènes, quelques événements qui ont pris place ici en Égypte durant les derniers jours et même aujourd'hui. Dr Hala Saïd a fait l'éloge de l'idée de tenir l'exposition fabriquée en Égypte, Made in Egypt, à l'intérieur du musée des forces aériennes de l'Égypte, d'autant plus qu'elle soulève le slogan fabriqué en Égypte et offre l'occasion de montrer la créativité de jeunes designers et artistes dans divers domaines. La ministre de la Planification et du Développement économique a fait également l'éloge du niveau des expositions des designs et de leur suivi des dernières tendances internationales en utilisant des matériaux égyptiens à caractère patrimonial distinctif. Dr Saïd a souligné l'utilisation d'idées non traditionnelles, l'exploitation des lieux historiques et museaux pour promouvoir les industries. Les arts égyptiens contribuent au développement et à la promotion de l'industrie, soutient même les designers et augmente le glamour des expositions. Votre commentaire? Deux choses très rapidement. L'exposition, c'est un business très important et c'est très important. C'est un forum où l'acheteur et le vendeur se trouvent. Que, autrement, dans pas mal d'industries, c'est pas très facile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un émorgie, si j'ose dire, utiliser le terme, un émorgie de devises pour des choses qu'on fabrique très bien en Égypte. Et ça, c'est une perte pour l'économie, c'est une perte d'opportunités de travail qu'on ne doit pas y être. Ça veut dire dépendant toujours des importations. On doit aussi augmenter les... La dernière fois, j'étais vraiment choqué de trouver ou voir le chiffre avec lequel on importe de cure-dent. Cure-dent. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un cure-dent? C'est une petite truc de bois que tu la tailles un peu comme un crayon. Et point final. Pourquoi on est en train de l'importer? Tu as pas mal de choses aussi simples que ça, que tu peux donner du travail à des petites usines, qu'on est en train d'importer. Donc c'est très très bien qu'on est en train d'accélérer et c'est pas, si les choses sont trop sophistiquées, la technologie, les médicaments, si les choses, on doit les importer, on l'importe, ça on accepte. Mais c'est pas n'importe quoi qu'on l'importe et on utilise la devise du pays qui peut renforcer l'économie, qui peut être utilisée ailleurs pour des raisons beaucoup plus valides, si vous voulez. Ouais. Autre scène, le gouvernement égyptien tient à faire réussir la participation égyptienne au Salon Expo 2020. Dubaï et a bien représenté l'Égypte et qui a du poids sur les plans régional et international, selon les affirmations la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema. Et d'ajouter que le pavillon égyptien au Salon de Dubaï 2020 fera la lumière sur la participation de l'Égypte au développement mondial et au fait de bâtir un avenir prometteur qui permet d'avoir des opportunités d'investissement et un développement durable dans le cadre de la vision de l'Égypte à l'horizon de 2030. Également, le pavillon égyptien reflète la civilisation égyptienne, les plus importantes caractéristiques de la personnalité égyptienne le long de l'histoire et fait la lumière sur l'avenir de l'Égypte et les plus importantes opportunités d'investissement disponibles dans tous les secteurs, selon toujours les explications de Mme Gema, qui a ajouté que le pavillon offrira la possibilité de tenir des rencontres entre les entreprises en vue de conclure des accords. Donc, comment vous trouvez de telles rencontres au niveau international comme Dubaï, par exemple? C'est super important parce que Dubaï, c'est le centre, elle a bien évolué pour être le tiret d'union, le point de liaison entre l'Est et l'Ouest. Et là, on a toute l'Asie
l'Asie qui va visiter un forum pareil à Dubaï. Et c'est là une opportunité énorme. Une deuxième fois, c'est un forum où tous les producteurs égyptiens, dans presque tous les domaines, peuvent leur rencontrer leurs contreparts en pas mal de pays. Et là, c'est un forum du marketing pour se faire voir, pour que c'est très important le vis-à-vis, les discussions. Et je suis sûr que ça va être très bien pour Dubaï, parce que l'Égypte, c'est un pays avec un poids énorme, c'est très bien qu'on soit présent là-bas. Et de l'autre côté, pour pas mal de producteurs égyptiens et l'économie en Égypte. Donc l'État égyptien essaye de faire une sorte de commercialisation de marketing pour les produits fabriqués en Égypte. Absolument. À travers de telles expéditions. Et ça, on est en train de parler des marchés énormes en Asie, des marchés vraiment très, très importants. Ouais. Mais comment nous pouvons arriver à une sorte de compétitivité, rendre les produits égyptiens compétitifs au niveau de l'Asie, au niveau des pays arabes, parce que je sais que vous étiez pendant 2 ans, ou quelque chose comme ça, à Dubaï, ou dans d'autres pays du Golfe. Là-bas, il y a des produits qui ne sont pas très chers. Plutôt, ils sont moins chers, ils sont à bon prix. Et à haute qualité. Absolument. Mais comme les Américains disent, you get what you pay for, ça veut dire que tu reçois ce que tu achètes. On doit être capable de faire ce qu'on appelle tier A, tier B, tier C. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester où on fait rien que de 5 étoiles, où on fait quelque chose de très bas. Parce que n'importe quel marché est segmenté d'une façon où tu as plusieurs genres de consommateurs. Okay? Et ça dépend de l'industrie, parce qu'il y a des industries qui sont très... ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et là, ça devient un peu plus ou moins difficile à faire de rester concurrent contre, par exemple, la Chine, où tu as 1,5 milliard presque de personnes, et vraiment la main-d'œuvre est trop basse. Mais tu as des points qui sont très, très forts. Quelque chose, par exemple, comme le coton égyptien. Ça, c'est déjà une marque. Jusqu'aujourd'hui, si on rentre n'importe quel grand magasin en Amérique, le coton égyptien, ça devient avec un prix, parce que c'est un symbole de qualité. Jusqu'aujourd'hui, ça, on peut l'utiliser. Peut-être on peut pas... Ce que je voudrais dire vraiment, la concurrence n'est pas toujours une question de prix. Le prix compte énormément, mais ce n'est pas le seul élément qui compte. Donc, où il y a des choses où on peut faire la concurrence sur un niveau de prix, et il y a d'autres où peut-être on peut viser à notre dimension de produits, mais ça dépend du marché ou du secteur qu'on est en train d'observer ou opérer dans. Oui. Une autre nouvelle, c'est la fiscalité. Et en fait, le fisc égyptien appelle les 347 plutôt entreprises concernées par la deuxième étape du système de facturation électrique décrété par le président du fisc à prendre vite les mesures nécessaires pour rejoindre ce système. Donc, système de facturation électronique. Votre commentaire à propos de ce système de facturation électronique qui sera appliqué sur 3 étapes avant d'être généralisé pour les autres entreprises? Écoutez, depuis que j'étais à l'université, je vous gère, que le problème d'économie noire en Égypte était là-bas et tout le monde était en train de discuter. À l'époque, on parlait de 20 à 25%. Aujourd'hui, je pense que l'économie noire, ça a dépassé les 60% du chiffre d'affaires égyptien. Si on veut que ce pays s'évolue et grandisse et qu'il ait les ressources qu'on a bien besoin, le pays doit collecter la taxation de toute la population. Pas seulement de 30% ou 40% de la population pour payer pour toutes les infrastructures, autour on doit payer pour tout le pays. Malheureusement, le système qui existe dans pas mal des sociétés, ou la plupart, est un système manuel. On ne peut pas faire ce qu'on appelle la traçabilité fiscale. Ça veut dire si on veut aller chercher
Ça, qui est-ce qui a vendu ça, à qui est-ce qui a vendu ça, à qui, et faire la chaîne, c'est pratiquement impossible de le faire à la main. C'est impossible. On a besoin des années et des années pour le faire. En gérant ça électroniquement, on va être capable d'avoir une visibilité, une transparence complète dans l'économie pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment et quel secteur est en train de faire quoi. Maintenant, on est en train de travailler sur ça. Le ministère a commencé par une centaine, presque 150 sociétés. La plupart de ces sociétés sont déjà avec des systèmes fiscal de facturation électronique. Ça veut dire tout ce qu'il doit faire, je simplifie le terme un peu trop, mais se brancher avec le système du gouvernement. Ça, c'est pas la partie la plus difficile de trajet. La partie la plus difficile, c'est on va venir dans les grandes sociétés, et j'ai l'honneur que je suis consultant pour un ou deux sociétés qui sont en train de faire sa transformation maintenant. Et là où ils n'ont pas de système électronique pour commencer avec, ça veut dire qu'on doit faire 2 ou 3 pas à la fois. On doit sauter d'un système papier et crayon directement avec un système électronique. Et là, c'est un défi assez important parce que les gens n'ont pas l'habitude. C'est pas quelque chose qui va se passer dans le back-office. Ça veut dire maintenant, ça va toucher à tout le monde dans la chaîne de valeur. Okay? Et là, c'est vraiment un défi très, très important. Mais permettez-moi de vous dire que tout le monde a les cellulaires, ont les tables, ont et toutes choses électroniques très sophistiquées. Ils savent bien l'utiliser. C'est pas aussi simple que ça. Parce que, je vous dis quoi, c'est pas une question, la facture... Et même c'est tout à fait nécessaire de se transformer vers le monde numérique. C'est pas un choix. Ça, c'est pas négociable. Ça, on doit le faire. Mais le trajet ne va pas être très, très, très facile. OK, pourquoi? C'est pas aussi simple que une question de savoir comment utiliser une calculatrice, par exemple. Le challenge ou le défi le plus important là, c'est savoir qui est en train d'être facturé et le tracer. Ça veut dire, si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a presque 2 ans, que les téléphones portables, on a dû savoir qui est derrière chaque numéro de téléphone. C'est plus ou moins là. Parce que le challenge, c'est pas de faire la facture elle-même, mais c'est à qui qu'on est en train de facturer. Parce qu'il y a des gens en vraie vie, peut-être que tu ne vas pas les trouver que ça existe, mais enfin, dans un seul mot, je pense que c'est un trajet qui va avoir des hauts et des bas, ça va être un peu difficile, mais c'est la bonne chose à faire pour l'économie égyptienne, et dans 1 ou 2 ans, ça va bien récolter le revenu sur ça. Monsieur Ahmed Lessi Nassef, notre écrivain égyptien, analyste politique et économique, merci beaucoup pour de telles explications. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est la même chose. Merci, chers téléspectateurs, à vous et bonne suite de nos programmes sur National International.